notre premier panel qu'on va avoir. We're going to move to our first panel. Je pense que toutes mes panélistes sont là. Je vois Nava qui est là. Bonjour. Bonjour Oskati. Oui, je vois Solange. Bonjour. Bonjour. Et je vois Judith. Bonjour. Bonjour. Et c'est vraiment, je pense qu'on va avoir une conversation vraiment incroyable. C'est trois dames que j'admire beaucoup et qui font un excellent travail. Solange, ok, je vais lire juste un petit peu une petite introduction. Miss Beluz is an independent coach, speaker, corporate trainer, and executive director of the John Maxwell team and founder of the Life Coaching and Leadership Training Center. She's also a founding faculty member of the John Maxwell Team Français, teaching in the area of public speaking and communication. As an entrepreneur by nature, she's also CEO of Canadian Virtual Services, Service Virtuel Canadien, an international mobility coaching and consulting firm. On a aussi Nava qui est avec nous. Canadienne, c'est Nava Elmi, canadienne née et élevée à Paris en France, mais d'origine iranienne. Elle a déménagé au Canada en 2012. Elle est membre agréée du barreau du Haut-Canada et de l'Association du barreau canadien. Elle aide les particuliers, les employés, les entrepreneurs et les investisseurs à s'établir avec succès au Canada depuis plus de 6 ans. Et puis, we have Madame Judith Charret, who, with a master's degree in positive organizational development and change from the Weatherhead School of Management. She's currently she supports various internal and external teams of Collège La Cité in the design, development, and delivery of projects and initiatives that cater to the needs of students and ultimately employers. You can go to, if you go to the site, you will have the full bio of everybody. Comment allez-vous, mesdames? On va le faire en français. Oui, très bien, merci. Bonjour. Oui. Il y a la traduction simultanée qui est en train de se passer pour tout le monde. Donc, tout le monde peut aller dans la langue qui vous convient. Alors, le thème sur lequel on va discuter, c'est justement les idées fausses que se font les employeurs sur les nouveaux arrivants. Parce que c'est la problématique qu'on a, nous, dans la francophonie, n'est-ce pas, qui est, si on ne fait pas la discrimination de par le pays d'origine, on pense que si tu viens de telle zone, peut-être que ta formation n'est pas à point. Si tu viens si tu es immigrant, nouvel arrivant, peut-être que tu n'as pas assez ton expérience n'est pas valide, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous travaillez dans des domaines où vous voyez tout le temps des personnes immigrantes qui arrivent et je dirais des personnes professionnellement qui sont pas arrivées ici par charité, mais que le Canada a sélectionné du fait de leur passé professionnel. Alors, si on commence par, peut-être chacune peut parler de 2 ou 3 premières choses qui vous viennent à l'esprit, qui sont ces idées fausses, justement, que les employeurs se font. Qu'est-ce que vous partagerez? Bah, écoutez, sur le point de l'immigration, en tout cas, il y a énormément de bias, comme disait Nita tantôt. C'est-à-dire qu'on pense que amener un immigrant au Canada, ça prend des années, que ça coûte très cher, que c'est compliqué, alors que avoir le français, c'est vraiment une porte d'entrée très rapide au Canada. Moi, j'amène des personnes qui sont francophones et qui n'ont pas forcément besoin de visa du jour au lendemain, sans Covid évidemment. Donc là, ça prend plus de temps, mais ça, c'est vraiment une idée fausse que les employeurs ont par rapport à la procédure d'immigration. Donc avant même que l'immigrant vienne et atterrisse au Canada. Et moi, je rencontre tous les jours vraiment des génies. J'ai pas d'autres mots. Donc, au niveau des qualifications, le Canada et tout employeur devrait être
très, très, très heureux et chanceux de trouver certains des immigrants que j'ai la chance d'aider dans ce processus. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a toujours parlé de ça, il y a beaucoup de programmes pour aider les employeurs à recruter des personnes même à l'extérieur, mais c'est comme si les employeurs ne s'en servent pas. Je me souviens de toutes les conversations que j'entends souvent Destination Canada. Chaque fois, ils sont toujours sous pression d'intéresser les employeurs à aller participer pour recruter des immigrants dans ces foires qui s'organisent en Europe, en Afrique, en Asie, mais les employeurs sont toujours le plus gros, c'est de convaincre les employeurs à utiliser cette venue-là. J'imagine que c'est quelque chose que tu as expérimenté aussi, Solange. Oui, et en fait, moi, je fais beaucoup de coaching justement de ces professionnels qui viennent au Canada. Mm-hmm. Et en fait, je pense une idée préconçue qui est souvent l'idée que quand on vient d'un pays francophone, quelque part, on ne connaît pas le système international, le système canadien. L'immigration même, comme disait Nava, francophone au Canada ces dernières années, attire principalement des professionnels. Donc, c'est dans la voie professionnelle qualifiée. Donc, le critère même, c'est que les personnes sont qualifiées. Et justement, quand elles arrivent, l'idée, c'est je pense qu'on pense qu'elles sont pas prêtes. C'est pas nécessairement vrai, parce que je pense qu'elles sont plutôt peut-être nouvellement arrivées sur le marché du travail. Mais la plupart, souvent, d'immigrants qui nous arrivent, ils ont passé par l'Europe, ils sont passés par les États-Unis, etc. Donc, ils ont déjà une expérience professionnelle internationale qui, en fait, est même utile pour le marché canadien. Donc, cette fausse idée qu'ils arrivent et ne connaissent rien, c'est non. Au contraire, ils arrivent avec un bagage intellectuel assez élevé. Et d'ailleurs, la recherche démontre que l'immigration francophone, les immigrants francophones qui arrivent au Canada, du fait qu'ils viennent par ce programme, justement, ils sont plus qualifiés que l'immigration même dans beaucoup d'autres pays, parce que c'est pas nécessairement une immigration professionnelle. Donc, je pense que là, même à ce niveau-là, il y a, je veux dire, nous, on fait du coaching justement de ces personnes-là qui ont déjà une expérience professionnelle et qui, en général, ont plus ce défi au niveau de des postes pour lesquels ils sont surqualifiés. Donc, en fait, c'est moins l'inverse. Donc, comme je dis aux employeurs, au contraire, parce que, vous savez, parler en français et anglais à un niveau assez élevé, parce que même au niveau d'immigration, il faut avoir un certain niveau en langue, pour pouvoir arriver. Donc, ils arrivent à un niveau de compétence très élevé dans les deux langues. Et donc, la fausse idée, c'est justement que, bon, ils sont nouveaux, donc on ne sait pas s'ils vont être à l'aise avec notre marché canadien, alors qu'ils ont fait les États-Unis ou l'Allemagne ou la France avant. Ça, je pense qu'il y a également une idée. Oui. Je pense que si je peux faire du pouce sur ce que Solange, je m'excuse, je me permets, Rose, mais je veux faire du pouce sur ce que Solange vient de dire. Je pense qu'il y a cette préoccupation, cette fausse idée que les gens n'ont pas la compétence. Et même quand, je pense aussi qu'il y a une perception pour l'employeur, est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que l'employeur ou la culture de mon organisation a même la compétence ou la capacité de vivre une diversité, d'accueillir des gens qui ont des profils différents. Fait que je pense qu'il y a une préoccupation qui est alors, quand on le fait, plus on le fait, mieux on le fait. C'est un peu ça l'idée, il faut un peu se lancer. Puis, il y a une notion je pense qu'il y a une peur du risque. Alors, quand je vais vers quelque chose qui est loin de ce que je connais ou plus loin que ce que je connais, si j'ai pas les références moi-même comme employeur, est-ce que le risque est plus élevé? Et on a besoin de passer le message comme quoi le risque, en fait, il est grandement pallié par les bénéfices et les avantages pour les employeurs d'avoir des gens de l'immigration. On sait que tous les chiffres, toutes les études parlent de quand on embauche un immigrant, il reste dans l'organisation, il est plus fidèle à l'organisation, il produit des idées plus créatives, ouvre l'organisation sur un marché international parce qu'il y a un réseau, il y a un accès, alors, il y a des bénéfices qui dépassent largement le facteur de risque ressenti avant. Est-ce que je prends une chance ou est-ce que je ne prends pas une chance? Alors, je pense qu'on a besoin de démystifier cet aspect-là aussi avec les employeurs pour qu'ils prennent un risque puis voient qu'il y a un risque et le bénéfice est multiplié par un exposant à ça.
Ben justement, c'est ça la question qui est comment on peut démystifier, comment on peut amener les employeurs à penser autrement. Parce que depuis presque 10 ans maintenant, il y a des efforts qui sont déployés par la sensibilisation, la mobilisation des efforts des employeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Où est-ce qu'il y a encore, où est-ce que le bas blesse toujours? Parce qu'en même temps, on voit beaucoup d'employeurs qui préfèrent garder les postes ouverts pendant longtemps parce que pour eux, ils ne veulent pas prendre le risque. Mais où est le risque si ton poste reste inoccupé pendant 6 mois et tu continues de voir la personne qui applique comme un risque? Et pour moi, ça ne devient plus une question de risque. Il doit avoir un autre problème en arrière qui n'est plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire de plus dans ce cas-là? Moi, je pense que ça fait, excuse-moi Solange, moi je pense que oui, ça fait des années qu'on en parle, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire que moi, je rencontre des employeurs qui n'ont aucune idée, même encore après 10 ans, comme vous dites, de pitch et de présentation sur les opportunités qu'il y a au Canada pour les employeurs, que ça soit au niveau de l'immigration, que ça soit au niveau des talents qu'on amène, des skills. Mais je pense que ce travail-là d'en parler comme on le fait aujourd'hui, c'est un travail en continu et on doit essayer aussi d'atteindre pas que les grandes villes, mais aussi peut-être les régions rurales et avoir ce même discours-là en continu vraiment. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des employeurs, il y a également, je dirais, peut-être un manque c'est-à-dire que la culture de l'employeur souvent ne permet pas vraiment l'inclusion. Parce qu'on entend beaucoup parler de diversité au Canada, du culturalisme, etc. Mais la diversité, c'est bien, c'est un bon point de départ. Mais l'inclusion, ça veut dire que dans mon travail, j'accueille cette diversité-là et je permets à cette diversité-là de s'exprimer. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a certaines industries ici au Canada qui le font très bien. Hein, quand vous regardez, j'étais à une fois où vous avez des personnes dans le domaine du théâtre et de l'art. Et ils avaient des artistes du Burkina Faso qui faisaient des sculptures. Parce que c'était pour eux, ils disent, j'ai besoin d'intégrer cette richesse. Et donc, ils se mettent dessus. Mais il y a d'autres où c'est pas vraiment le cas. Donc, ça fait dire qu'on veut bien la diversité, mais on a peur que cette diversité va changer justement notre environnement. Et je pense que ce qui est dommage, en fait, et ce qui est important de noter, c'est justement cet apport, l'apport que le professionnel francophone issu de l'immigration apporte à la communauté et à la communauté francophone d'affaires, mais également à la communauté même anglophone, vu que il y a ce mélange de culture et de langue qui fait que et il y a beaucoup de similitudes dans le type même d'environnement dans lequel ces populations ont été formées. Quand on regarde des secteurs comme l'agriculture, les mines, la santé publique, c'est des domaines où justement les professionnels francophones excellent parce que dans les milieux, c'est des secteurs qu'ils ont à traiter pour la plupart, je généralise un peu, mais et on parlait justement de rural par rapport aux zones des villes. Je suis pas convaincue que ce soit nécessairement rural et ville, parce que dans le nord de l'Ontario, il y a beaucoup de francophones, justement professionnels, qui excellent parce qu'ils sont arrivés dans un environnement qui les a accueillis, ironiquement. C'est pas nécessairement parce que c'est des rurales. Et on trouve par exemple des médecins, les médecins dans le nord, il y en a plusieurs qui sont issus de la francophonie, parce que justement, il y avait une pénurie et puis ils venaient avec des compétences. Ils étaient habitués à travailler dans des zones difficiles et puis ils venaient dans le nord de l'Ontario, ils excellaient. Mais par contre, à Toronto, il y a industries où on ne va pas embaucher peut-être une sage-femme qui vient du Cameroun. Pourtant, cette sage-femme, elle pourrait exceller dans le nord de l'Ontario. Souvent, elle s'y rend dans la région et puis arrive à sortir. Donc, moi, je n'apportais plus la dichotomie ville et rurale, mais plutôt les entreprises innover dans la diversité et vraiment l'inclure proprement. Mais donc ça, c'est un très, très bon point que tu es en train de soulever. Est-ce que le problème qu'on vit, cette frustration qui se vit, est-ce que c'est une question des grandes villes?
et que quand on sort des grandes villes, les gens arrivent à s'intégrer. J'ai interviewé quelqu'un au niveau du Nunavut où ils disent que dans des provinces ou des territoires, les immigrants, ils ont 100% de taux d'emploi. Ils arrivent, ils sont donc, est-ce que cette frustration que les immigrants, parce que c'est vrai quand on compare le taux de chômage, on entend les 100% au Nunavut, on parle du Yukon, on entend un fort taux d'emploi, mais on vient dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, on a plus de 15% de chômage pour les immigrants francophones. Est-ce que c'est une question donc de la zone et que les frustrations, c'est plus une question de la vie urbaine et qu'il faut que les gens sortent des villes urbaines, que les immigrants commencent à choisir autre chose que les villes urbaines? Il y a moins de compétition dans les petites villes. Donc, c'est plus facile peut-être de s'intégrer. Mais en tout cas, le discours de la diversité, je pense qu'il doit aussi être entendu aussi souvent dans les régions rurales que dans les grandes villes comme Toronto, Montréal, Vancouver. Non seulement les immigrants ne connaissent pas autre chose que les grandes villes, mais aussi j'ai rencontré pas mal d'employeurs de régions rurales qui n'avaient aucune idée, n'avaient même pas pensé à la valeur qu'un immigrant pouvait apporter à leur compagnie. Et comme vous dites, ils avaient des postes vacants depuis des mois. Et c'est tout un travail de leur expliquer, écoutez, j'ai énormément de candidats extrêmement qualifiés qui pourraient vraiment répondre à tous vos besoins. La procédure d'immigration, elle est telle. Donc, c'est dans ce sens-là où moi, en tout cas, j'ai eu des expériences dans les régions rurales où il y avait aussi un manque d'information. Il y a un élément que le panéliste avant a mentionné qui était la question des références. Ouais. Du fait que les gens embauchent des personnes par référence et c'est très connu. C'est d'ailleurs, j'ai écouté ça, j'ai dit c'est intéressant parce que en fait, les références font que la personne est plus loyale, la personne est plus active et puis ça permet donc aux entreprises de voir qui sont les talents. Je pense que le défi des grandes villes, c'est justement ce manque de références. C'est justement, c'est que le professionnel international qui arrive à Toronto n'a pas un Rolodex de 40 personnes à qui il peut dire, écoutez, je suis là, je cherche un poste, par rapport à peut-être celui qui est déjà installé dans la grande ville. Et je pense que c'est pour ça qu'à l'extérieur, dans la ruralité, comme ils sont un peu plus éparpillés, c'est moins prominent. C'est vrai que du coup, moi, je suis convaincue que c'est ce manque de réseau qui, en fait, empêche certains professionnels à percer quand ils arrivent dans les grandes villes. Ça, c'est c'est pour ça. Donc, moi, j'encourage les professionnels de vraiment mettre les 6 premiers mois à réseauter dans votre industrie, etc. Parce que, comme vous l'avez entendu, l'embauche se fait par des référencements. Donc, ce n'est pas de réseau. Avec toutes les compétences, malheureusement, il n'y a personne qui pourra vous connaître. Oui. C'était un peu l'intention parce que l'autre chose que Dr. Schnitzer a dit, que j'ai trouvé intéressant, c'est que la proximité ou le contact avec un employeur potentiel pouvait faire en sorte, donc quand elle a parlé de gig, de petits contrats, la possibilité d'avoir un lien ou une relation avec un employeur, que c'était un élément déterminant pour créer peut-être une place à temps plein parce que ça permet à l'employeur de se familiariser avec la personne, de voir s'il y a un fit entre la personne et au-delà des compétences, connaissances et tout le reste. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, à la Cité, au Collège de la Cité, c'était un peu l'intention de l'offre de programme ici, c'était de faire des partenariats avec des employeurs qui voulaient une main-d'œuvre et de dire, OK, on va venir offrir notre programme chez vous. Alors, plutôt que d'essayer de s'installer dans un campus, on va s'installer chez l'employeur qui cherche une main-d'œuvre francophone bilingue et on va créer un lien, un partenariat entre le collège, entre l'employeur. Ça porte fruit. On sait qu'on est sur quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On est encore à petite échelle. On a 125 étudiants, mais on est encore à petite échelle dans le Grand Toronto. On aimerait bien vivre une expansion, mais ce qu'on sait, c'est que d'un côté, on a des employeurs qui disent on veut une main-d'œuvre, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et de l'autre côté, on a cette population immigrante qui arrive avec des diplômes, des compétences et des connaissances. Donc, le projet qu'on est en train de mettre en œuvre présentement, puis je pense que ça, c'était un élément, on n'est pas très bon pour évaluer les diplômes.
Comme collège, on peut évaluer les compétences. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est évaluer les compétences pour faire des parcours personnalisés, pour faire des parcours plus courts, pour permettre aux gens d'avoir ce lien-là avec les employeurs. Fait qu'on essaie à petite échelle, comme on peut, mais on essaie de faire ces liens-là, de permettre ces expériences-là. Une des choses c'est Mathias, le premier conférencier, qui a parlé, que je trouvais qu'il était important. Il a dit, on a besoin de plus pas de collaboration, mais de coordination entre les gouvernements, l'industrie privée, l'éducation, et j'ajouterais à ça les organisations communautaires qui jouent un rôle extrêmement important dans l'aiguillage. Donc, on a besoin d'avoir les 4 joueurs autour de la table qui coordonnent les efforts pour pouvoir faire des connexions, justement, puis créer ces réseaux-là et ces bassins de référence. Fait que ça, c'est des choses... moi, j'ai commencé la conférence, j'ai eu si j'avais payé, je n'aurais déjà eu pour mon argent. J'ai appris plein de choses dans l'espace d'1 heure qui vont me servir. Fait que merci beaucoup. Hein. Avant de vous amener à réagir sur l'autre point, je veux juste partager parce qu'il y a des points très intéressants que les gens sont en train d'écrire dans le chat et qui réagissent à ce que vous êtes en train de dire. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense c'est Florence Moreira, qui dit que même lorsqu'on essaye de faire comprendre aux immigrants qu'il y a des opportunités ailleurs et moins de concurrence, comme dit Nava, parfois ils sont offusqués qu'on leur conseille d'aller voir ailleurs. C'est comme s'il y a l'attachement dans les grandes villes. Et c'est vrai on ne peut pas nier qu'il y a toujours cet attrait, l'illusion des grandes villes. Moi, j'appelle souvent. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Oui. J'allais dire, c'est vrai qu'il y a cette perception dans les petites villes qu'il y a beaucoup moins de diversité, il y a beaucoup moins de, je dirais, juste l'accessibilité aux services, si on a une famille, etc. Ça, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que c'est possible de changer son environnement. Je me rappelais regarder un documentaire d'une famille, je pense que c'était une famille gabonaise qui s'est retrouvée dans une petite ville quelque part dans l'ouest de l'Ontario et qui disait qu'au départ, il était médecin, mais c'était un peu dans un petit village et c'était un peu il fallait que les gens les découvrent et que après 2 années dans cette communauté-là, lors des repas de Noël ou des activités, ils arrivaient à voir des gens chez le médecin du village qui venaient dans leur environnement. Donc, je pense que c'est toujours des belles histoires comme ça qui font penser que oui, c'est vrai que les grandes villes sont plus pratiques, plus connectées. Mais moi, quand comme je dis, je coach des professionnels qui viennent souvent avec leur famille et je leur dis, écoutez, vous pouvez changer votre environnement. Hein. Ici, il y a cette perception que peut-être les grandes villes sont moins desservies. Et elles sont pas, vous arrivez avec cette perspective. Donc, je leur dis, même les grandes villes ont été bâties à partir de 2-3 personnes qui commençaient à y arriver. Moi, je suis au Canada depuis plus de 30 ans. Je me rappelle dans l'époque, hein, moi, je suis à North York. North York, c'était la grosse banlieue, là. Je me rappelle, on avait des champs de maïs on avait des champs de maïs à l'Université York. J'ai des photos. Oui. À l'université dans les années 80. Oui. De maïs pour aller sur cette grosseur, là. Ah ouais, je regarde Rose Cathy. Donc, l'environnement a changé. Là, oui, ça, c'est vrai. Quand t'interrompes, aller à l'université York, c'était que tu prends l'autobus, tu traverses beaucoup de brousses avant d'arriver à l'université York. Donc, la ruralité, l'urbanisme, le développement urbain canadien avance. Moi, je sais que j'avais un ami qui avait une ferme à Ajax il y a pas longtemps. Mais Ajax, c'est la grosse banlieue torontoise. Ben, avant, c'était des fermes. Vous voyez? Moi, je pense que la ville, elle empiète un peu sur la campagne. Et puis, donc, moi, c'est ce que je leur dis pour les employés. Donc, écoutez, déménager à Ajax et puis il y avait des vaches à côté. Puis, donc, cause tour, vous voyez? Donc, ouais. Donc, dans le même ordre d'idée, il y a une personne qui suggère que la solution devrait être, c'est Soriba Kanté, qui suggère que la solution devrait être la régionalisation. Et puis qui travaille dans un programme d'accompagnement qui permet de prendre des gens et puis de les amener dans les régions pour les accompagner, pour l'accompagnement. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Mais c'est pas toujours évident parce que ça demande des grosses ressources.
D'où peut-être l'idée dont Judith parlait de cette coordination entre les gouvernements, secteur privé, pour pouvoir permettre de désengorger les zones urbaines et amener les gens là où il y a les opportunités, les emplois, et même ce que Nava disait, qui est de continuer à sensibiliser ou éduquer les employeurs des régions. Absolument. Je me rappelle avoir cette conversation il y a 2 jours à peine avec un professionnel qui cherchait, qui a une famille de 2 enfants et qui cherchait à chercher une maison. Puis il me disait, j'arrive pas à m'acheter une maison à Toronto. Puis on a regardé et on s'est rendu compte que il me disait la maison qu'il voulait louer, c'était à peu près, je sais pas moi, $2500. Alors, je lui dis, mais est-ce que tu sais que professionnellement, si tu vas à quelques heures, peut-être de vol, peut-être de route de Toronto, avec $2500, tu peux t'acheter des hectares pour ta famille de 2. Alors ici, c'était la petite maison, c'était impossible. Et c'était de dire, ben, je loue à 2500 parce que je suis professionnelle. Ça, donc, c'est vrai que la région. Alors, je me suis dit, mais pourquoi avec le gouvernement, on s'est renseigné, on dit, mais pourquoi est-ce que le gouvernement n'appuie pas les nouveaux arrivants? Et moi, c'est quelque chose que j'ai dit, je vais pousser ça quelque part. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'appuie pas des nouveaux arrivants avec du financement qui leur permet d'avoir encore le 2% pour s'acheter une maison? Ils utilisent les habitats sociaux, les loyers sociaux sont. Moi, je trouve ça, c'est une aberration. Les loyers sociaux sont, je sais pas moi, $1900, $2000 pour avoir quelque chose de décent à Toronto. Alors, il y a des subventions pour appuyer. Même, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas cet argent-là? Parce que $2000 par mois, ça fait presque 20 000, 25 000 donnés aux banques à gérer pour permettre à un nouvel arrivant de mettre ça comme un down payment pour s'acheter une maison à l'extérieur de sa famille. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui adoptent ce programme, mais non, on les empile dans un immeuble à 3 000. Et moi, je trouve que c'est un peu... c'est des programmes qui sont mal placés. Même l'aide sociale, je parlais avec un collègue, on a besoin de revoir cette aide sociale parce qu'on met des gens dans un engrenage qui les met dans un cheminement qui va les mener à la précarité, la pauvreté dans une ville. Alors qu'on pourrait, hein. Moi, j'étais surprise quand j'ai appris que les subventions de logement, souvent, ça allait à la hauteur de $1000. Mais ça, c'est presque une hypothèque dans certaines villes au Canada. Alors, pourquoi donner aux gens $1000 pour un habitat minable quand on peut leur donner une maison? Donc, ça, je pense que ça, c'est une bonne idée. Une très bonne idée à devoir Il y a alors, je pourrais vous amener à discuter. Pardon, vas-y, Nava. Il y a énormément de services qui sont proposés aux immigrants. Il y en a énormément. Mais je rejoins ce que Judith a dit par rapport à la nécessité de centraliser les choses. Et je pense qu'il y a aussi des banques qui ont des avantages énormes pour les immigrants. Mais il y a un manque d'information. Et je pense que si on pouvait centraliser certains services pour les immigrants, ça aiderait à justement avoir une visibilité plus grande. Alors, maintenant, pour vous amener à l'autre point toujours de ce sujet de les idées fausses, c'est de ramener le plus gros. On a parlé du risque, comment les employeurs continuent de regarder les immigrants souvent comme le risque. Et ça fait que pour eux, ils trouvent toujours que c'est moins risque de donner un emploi peut-être moindre qui va juste insister sur la langue. C'est là qu'on les trouve beaucoup. On leur propose très facilement d'avoir commencé par un call center, par un travail dans le service à la clientèle, ou bien l'entreprise va dire, ben, commence dans notre entreprise dans un service à la clientèle. Alors, ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que on a fait une erreur pendant longtemps de mettre trop l'accent sur le fait francophone de ces immigrants, ce qui fait que après les employeurs ne les regardent plus comme les professionnels, les regardent uniquement comme les personnes qui peuvent parler français. Et on ignore complètement toute leur expérience, tout leur professionnalisme, toutes les autres compétences qu'ils peuvent avoir pour vraiment creuser. Parce que parfois, quand on est en train de discuter ces sujets de fond, parfois il faut aussi oser
être de l'autre côté de pousser. Est-ce que c'est une erreur qu'on fait de pouvoir mettre trop l'accent sur le fait francophone pour ces immigrants? Ah, je vois que je vous pose une colle. Oui. Mais tout employeur veut que son employé s'intègre avec sa culture et avec sa ville. Donc, si on parle d'un employeur qui est à Toronto, il y a de fortes chances qu'il ait besoin d'une personne bilingue. Et donc, je pense que simplement mettre l'accent sur le côté francophone, ça ne sera pas assez pour un employeur dont la majorité de ses employés et de son personnel est uniquement anglophone. Donc, moi, lorsque je parle avec des francophones, j'insiste sur la nécessité d'avoir aussi un niveau d'anglais au moins basique et de se vendre avec le bilingual et pas uniquement sur le francophone. Mais c'est justement ça la problématique. La question que je suis en train de poser qui va au cœur. Parce que la plupart ont parlé des services communautaires qui existent. Les services communautaires sont financés sur la base de la francophonie, sur la base du bilinguisme. Donc, les services d'emploi sont financés sur ces bases-là. Donc, parce que les fournisseurs de services reçoivent leur financement sur la base que je suis en train de servir un francophone, donc sont pratiquement bloqués, je dirais pas bloqués, mais sont très volontaires à mettre plus en avant cet aspect-là. Et ça fait que quelque part ça a une incidence sur la relation avec les employeurs, parce que c'est très facile de trouver un emploi dans un centre d'appel qui va pouvoir justifier qu'on a atteint nos quotas. On a eu les statistiques de placement, alors qu'aller chercher un placement à quelqu'un dans son domaine, ça prend plus de temps et ça demande beaucoup plus d'efforts qui permet et ça fait qu'on revient toujours à confiner tout le système, dans l'écosystème de l'appui de l'immigrant qui arrive et coince un petit peu tout le monde dans l'histoire de la francophonie. Est-ce que c'est une erreur? Moi, je vais poser les vraies questions de base. C'est ça, je réfléchis parce que c'est une excellente question. En fait, Rose Kadi, je veux dire que c'est une grosse erreur du système et c'est parce que le système finance la formation linguistique. Et moi, je vois beaucoup de professionnels dans mes sessions de coaching où je leur dis toujours, quand on évalue leurs compétences, on se rend compte que la capacité peut-être la capacité en anglais, un niveau de parler en anglais à un niveau assez élevé, et oui, leur faiblesse. Mais par contre, ils sont conseillés d'essayer d'améliorer leur anglais sans regarder leurs forces. Ouais. Alors, et c'est ça, je pense que c'est un problème parce que le conseiller devant eux, et je vais être peut-être critique, d'immigration va dire, moi, je suis financé pour la formation linguistique, alors je peux vous plugger sur la formation linguistique. Sans se rendre compte que la personne est ingénieur en chimie. Alors, moi, ce que je leur dis, si vous êtes ingénieur en chimie, c'est que déjà, travailler dans les langues, c'est difficile. Par contre, si vous êtes au laboratoire, vous allez apprendre l'anglais. À un certain moment, j'ai mis l'idée de dire aux membres d'entreprise, j'aimerais bien que quelqu'un puisse travailler chez Mérieux ici, dans un laboratoire, et puis apprendre l'anglais sur le tas, puis avoir des formations professionnelles sur le tas, plutôt de dire, on va vous amener au centre d'emploi, on va vous mettre dans un programme de link, vous allez prendre l'anglais, on va vous mettre dans un centre d'appel pour répondre et pratiquer. Non. Si vous voulez que je pratique, mettez-moi dans un laboratoire. Parce que c'est pas avec l'anglais de la CBC ou de répondre au téléphone que je vais pouvoir travailler avec chez Biomérieux, à Mississauga pour le poste. Vous voyez? Donc, il y a même un disconnect au niveau linguistique. Et le deuxième élément, c'est que il faut toujours partir de la force des gens. Donc, moi, ce que je fais, quand je fais mon coaching, je fais l'inverse. N'allez pas avec votre faiblesse. C'est pour ça que beaucoup de professionnels se trouvent en fait pas très à l'aise, parce que c'est vrai que si votre force n'est pas vraiment d'être traducteur, de vous retrouver, vous travaillez le genou dans la langue à écrire, c'est pas ça, en fait. Donc, je pense qu'il y a un mismatch au niveau de l'emploi. Et puis, bon, pour ces organismes qui font de la formation d'accompagnement de langue, ça va, mais pour le professionnel, moi, j'en connais au moins 2 qui sont retournés ou qui sont allés aux États-Unis parce que ils se trouvaient qu'ils étaient pris dans l'engrenage, là, la langue, on est francophone, oui, mais on a des compétences également. Oui, on est francophone dans notre
chercheurs. Alors, je dis, si vous êtes chercheur dans un domaine précis, approchez l'université Queen's. Approchez, vous n'avez pas besoin de dire, je vais aller à une formation en ligne. Moi, je trouve que c'est un peu, comment dire, je suis assez critique du système, hein, parce que j'ai vu beaucoup de gens se permettre dans des moules, ne peuvent pas vivre leur rêve. Ils viennent au Canada avec un rêve d'exceller dans leur domaine et puis se retrouvent à faire 50 heures de téléphonie pour, voilà. C'est pas ça. Après, c'est déprimant. Il faut le dire. Et après, le problème, c'est que quand ils viennent avec leur CV qui dit que j'ai fait 6 ans comme téléphoniste pour répondre à un appel dans un centre d'appel, vous imaginez que BioMérieux ne va pas les embaucher, vous voyez. Ils n'ont pas mis à nous leurs compétences, etc. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est, oui, parfois, il faut mettre le pain sur la table pour les enfants. Oui, travaillez dans ce centre d'appel, mais allez trouver des compagnies dans vos domaines et offrez vos services comme bénévoles. Moi, c'est ce que je recommande et ça marche. Ça marche en fait parce que quand vous aurez vos services comme bénévole à une compagnie, ils vous forment dans votre domaine. Vous avez l'appel téléphonique pour répondre, vous mettre le pain sur la table, mais après ça, vous mettez sur votre CV, oui, j'ai travaillé chez BioMérieux comme, voilà. Ça, c'est un peu innovateur, mais je pense qu'il faudra penser compétences au-delà de la langue. Parce que la langue, Alors, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Moi, j'allais dire, la langue, elle a seulement la valeur que l'employeur lui accorde. Elle n'a pas plus de valeur que ça. Donc, il y a un travail à faire. Je pense que la communauté francophone, les organisations francophones, on n'a pas été encore, là, je vais être comme Solange, je vais être très critique, mais on n'a pas été très bon pour mettre en valeur la langue dans les environnements qui fonctionnent majoritairement en anglais. Donc, ils voient une valeur de centre d'appel ou de service à la clientèle, mais pas une valeur plus grande au niveau de l'organisation. Fait que je vous donne un exemple. Moi, j'ai rencontré différentes entreprises de marketing et de communication sur le Grand Toronto, des grandes boîtes qui ont des bureaux à l'international, puis qui ont des bureaux, entre autres, qui ont des bureaux à Montréal. Et là, ce qu'ils me disent aux ressources humaines, c'est on n'a pas vraiment besoin de main-d'œuvre bilingue, on travaille tout en anglais ici, puis de toute façon, c'est le bureau de Montréal qui fait tous les services aux clients francophones. Alors, je leur ai posé la question suivante, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ça changerait dans votre relation avec le bureau de Montréal si vous aviez de la main-d'œuvre bilingue? Et là, il y a eu comme un « Ah ». Parce que c'est pas facile pour eux autres de transiger avec leur bureau de Montréal. Parce qu'à Montréal, c'est pas tout le monde qui est bilingue. À Toronto, tout le monde n'est pas bilingue. Et là, tout à coup, il y a eu comme un « Ah ». Alors, au-delà de offrir un service de traduction à quelqu'un qui a besoin d'un service sur place parce qu'il a besoin d'être dirigé, ça avait tout à coup une valeur ajoutée parce que là, il y a un marché, il y a une culture d'organisation, il y a la possibilité d'économiser, il y a la possibilité de mettre en valeur différents services. Mais ça, c'est un travail que je pense que comme communauté francophone, on a la responsabilité de faire aussi comme organisation, de créer des contacts avec les soi-disant gros employeurs. Pendant la COVID, présentement, il y a des opportunités extraordinaires qui ont été créées pour permettre à des gens de suivre une formation et d'avoir des student work placements. Alors, des salaires avec des employeurs qui sont presque financés au complet à 75%. C'est du financement pour justement essayer d'accélérer. Et la population immigrante est une population qui a été privilégiée, mise à l'avant en disant il faut vraiment qu'on crée des opportunités pour ces gens-là pendant la COVID pour avoir de la formation, mais aussi être dans un contexte de travail. Mais en ce moment, c'est sous-utilisé. On n'est pas capable de trouver les migrants, parce que là, on a des employeurs qui font oui, venez, on va prendre la main-d'œuvre, puis on n'est pas capable de faire le lien. Donc, il y a quelque chose qui est, puis c'est probablement dû au manque de coordination, mais on a vraiment besoin de mieux se coordonner en disant, on a ici une population immigrante qui, en s'inscrivant à des micro-credentials, arriverait à créer des liens avec des employeurs, aurait peut-être des ajustements de formation qui leur permettraient d'augmenter leurs compétences pour être plus employables dans des contextes actuels, mais on n'arrive pas à coordonner tout ça. Fait que des opportunités, on les a ici, on a le financement ici, on a des employeurs ici, puis les connexions ne se font pas.
Alors, heureusement qu'il y a Connecture parce qu'il faut faire les connexions. Ben, ben, ça revient un peu à ce que Nava, pardon, était en train de dire par rapport à l'information. Et je pense que c'est aussi une des problématiques. La plupart, 75% des immigrants qui arrivent sont confinés dans le Grand Toronto. Ceux qui arrivent en Ontario s'installent dans le Grand Toronto. Et quand il y a un centre qui est financé avec les programmes dont tu parles qui est à Toronto, les immigrants ils sont un peu éparpillés, ils sont à Caledon, Milton, Oakville, Burlington, Brampton. Comment ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui existe, qu'il y a une ressource qui existe? Comment ils vont être au courant de cette information? Et même quand tu vas publier dans les journaux, ben, ces journaux ne leur parviennent pas. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, je dis souvent, je crois dans ma présentation, puis c'est là que je disais qu'il y a des opportunités de pouvoir innover dans la communauté, de mettre certains services, parce que quand je vous écoute parler, il y a tellement de choses qu'on sent qu'il faut, qui pourraient peut-être aider à devoir canaliser l'information, aider ces immigrants justement à se repositionner très rapidement. Mais oui, peut-être que c'est cette coordination qui manque. Oui, mais c'est peut-être l'accès à l'information qui manque. Oui, peut-être qu'il y a toutes sortes de choses qui manquent. Mais ça fait qu'à la fin, peu importe ce qu'on est en train de dire, dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, le taux de chômage des immigrants francophones est au-delà de 15%. Et puis, je le répète tout le temps, et qu'on s'assied, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Where do we go wrong? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là? Et d'où, justement, cette question qu'on a aujourd'hui tout au long de la journée, qui est comment repenser, justement, l'embauche de ces personnes-là. Comment il va falloir canaliser il y a plein de commentaires dans le chat. Il y avait un commentaire que je pense que c'était d'Aline Ayoub qui disait que le télétravail actuellement est en train de créer une nouvelle venue, là, une nouvelle avenue, une nouvelle porte qu'il faut peut-être explorer. Mais parfois, oui, le télétravail, ça arrive, mais ce qu'on constate aussi, c'est que pour que les gens soient efficaces en matière qui sortent aussi de la pauvreté, c'est pas évident parce que pour être performant en télétravail, il faut que tu sois capable d'être équipé chez toi. Avoir tout l'équipement nécessaire pour que tu puisses performer à la hauteur du poste, pour que un employeur puisse te donner une chance. Alors, c'est tout cet engrenage-là et puis ce cercle vicieux où tout le monde trouve. Ça revient donc pour les 5 minutes qui nous restent, qui est qu'est-ce que vous voyez comme vraiment la priorité des priorités en termes de repenser cette question-là où on était les fausses idées des employeurs, les nouveaux arrivants. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses, déplacer, aller dans le monde rural, sensibiliser les employeurs en région, peut-être investir plus, pousser les gens au lieu d'investir sur les logements sociaux, peut-être transformer cet argent au lieu de donner $1000 à quelqu'un pour payer un appartement plein de cafards et de rats à Toronto. Peut-être lui donner cet argent pour se permettre une maison à Niagara, ou se permettre une maison à Sudbury, à Thunder Bay, ou à North Bay, où peut-être il y a des emplois dans son secteur. Donc, des questions qu'on entend. Et donc, est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez comme priorité numéro 1 qu'on doit voir au niveau de repenser? Mais l'immigrant aussi lui-même, qu'est-ce que vous en pensez? Comment il doit jouer le rôle dans la réussite, dans sa propre réussite et son avenir? Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, mais ce qui est ressorti très clairement, c'est qu'il y a un rôle à jouer par l'employeur et un rôle à jouer par l'immigrant lui-même. Ça prend deux pour danser la danse. Donc, en termes de misconception, c'est des deux côtés. Donc, il y a des corrections à faire des deux côtés. Du côté de l'employeur, c'est vrai que bon, il y a toute la question d'adopter et d'être prêt à accepter et intégrer la diversité.
Mhm. Hein? Et Verna Myers, c'est une chose d'inviter les gens à la soirée, c'est une chose de leur demander de danser. Parce que, je jure, ça c'est ma phrase favorite, qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont ici et qui se trouvent pas vraiment intégrés dans le système. Donc, il n'y a pas de modèle, de rôle, d'exemple, etc. Donc, il y a un élément à faire du côté de l'employeur, mais également cet élément de regarder les forces de l'employé potentiel et pas nécessairement la faiblesse. Parce que quand on met trop l'accent de vous parlez pas anglais, tout ce qu'on veut dire, c'est que toutes vos autres compétences, elles n'ont pas autant de poids. Ou alors, donc, il y a cet élément-là. Du côté de l'employé, de l'immigrant lui-même, moi, je dis toujours, c'est de regarder vraiment. Moi, je mets pas assez d'accent sur l'importance de l'éducation expérientielle, parce que c'est très évident que ce qui fait défaut, ce qui fait un obstacle, c'est le manque d'expérience canadienne. Alors, moi, je pense que plutôt que de se mettre dans des cours de langue et n'en plus finir, faut mieux se concentrer sur analyser son secteur d'intérêt et ensuite de commencer à essayer de faire quoi que ce soit possible pour avoir cette expérience dans ce secteur-là. Que ce soit prendre le programme de la cité, là où on est sur un employeur, que ce soit aller dans l'association pour dire est-ce que je peux... Comme il faut vraiment faire ce gap, parce que le gap de compétences, c'est l'expérience. Donc, c'est pas le cours de Link qui va vous donner cette expérience. C'est pas l'appel au téléphone qui donne cette expérience. C'est littéralement travailler avec un comptable pendant 6 mois, si vous êtes comptable. Vous êtes comptable au Burkina Faso. Hein? Donc, moi, je pense que du côté et cet élément d'éducation expérientielle, ça leur permet d'ancrer leur force dans le marché. Et là, après, je dis, vous donnez-vous même 1 an d'éducation expérientielle, vous êtes mieux qualifié pour les autres postes. Parce que là, après, vous avez cette année-là et vous la bâtissez. Bon, moi, c'est mes conseils que je voudrais pour, voilà. OK, merci beaucoup. C'est là pour les Oui, et vous, mesdames? C'est très difficile de mettre une priorité par rapport à tout ce qui doit être fait. Moi, je pense que au niveau de l'employeur, c'est aux différents acteurs qui existent autour de l'immigration de vraiment discuter, d'éduquer, d'informer les employeurs sur toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir en accueillant des immigrants. Par rapport à l'immigrant lui-même, je pense que il faut absolument que l'immigrant s'informe aussi. C'est-à-dire que les ressources, elles sont là, elles sont en ligne. Il faut savoir qu'au Canada, juste avec un email, avec un LinkedIn, c'est possible de réseauter et de se former tout un network qui nous permet de justement de bouche à oreille avoir de l'emploi. Je rejoins Solange à 200% par rapport au volontariat. C'est une voie d'entrée vers un emploi pour le futur. Sur le long terme, je pense que réellement centraliser les services aux immigrants et sur toute la chaîne, tout l'écosystème dont un immigrant a besoin, que ça soit avant même de venir au Canada, jusqu'à sa procédure d'immigration, jusqu'à son intégration, jusqu'à son emploi, pour lui-même et pour aussi sa famille. Tout ça, c'est vraiment un écosystème, d'essayer le plus possible de centraliser tout ça pour avoir une et même voie et pour avoir plus de visibilité, peut-être arriver plus à un résultat. Oui, merci beaucoup. Judith? Je vais surtout parler parce qu'il y a beaucoup d'entités ou de joueurs plutôt qui ont un rôle à jouer, qui ont quelque chose à faire. Les employeurs ont besoin de repenser leur processus d'embauche, d'affichage, tout ce qui encourage les billets ou bien revoir tout ça. J'ai vu des pratiques. Quelqu'un me partageait une organisation qui les ressources humaines, quand ils font un affichage, prennent un certain nombre de CV, donc ils vont prendre, admettons, les 4 CV qui répondent à tous les critères, et ensuite, les ressources humaines, c'est une consigne de la direction, ils doivent retourner dans le bassin et choisir un minimum de 2 autres CV qui ne répondent peut-être pas aux critères, mais qui sont des CV de personnes immigrantes. Parce qu'ils se disent que la seule façon d'apprendre à connaître ces gens-là, c'est de leur donner l'occasion au moins de faire cette rencontre-là. Et ça a donné lieu à des embauches improbables.
Donc ça, c'est le genre de pratique, c'est très micro, mais c'est le genre de pratique que les gens peuvent commencer. Les ressources humaines, souvent, sont très carrées sur les exigences, mais des fois, de permettre un peu de flexibilité, ce qui nous permet peut-être de, sans grandes évaluations, de reconnaître l'expérience, de reconnaître les diplômes. Puis il y a des pratiques comme ça qui peuvent être mises en place. Mais pour ce qui est du collège, parce que je vais surtout parler du collège, je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer les collèges parce que dans notre fonction principale, notre job principal, c'est de former une main-d'œuvre qui va être prête à intégrer le marché du travail tout de suite après un programme. Alors, c'est la fonction principale d'un collège. Donc, cette connexion-là qu'on a avec les employeurs, on doit la mettre à contribution, mais aussi, comme collège, augmenter notre capacité, c'est ce qu'on est en train de faire ici, augmenter notre capacité d'évaluer les compétences des candidats pour faire des cheminements personnalisés plus courts qui permettent aussi d'être connectés avec des employeurs et l'expérience canadienne pour pouvoir intégrer rapidement dans un domaine pour lequel la personne, elle aspire, dans le domaine dans lequel elle aspire œuvrer. Alors, on peut arriver avec des diplômes et avoir une idée sur d'autres choses qu'on veut faire au Canada, mais notre rôle à nous, c'est de participer à ce que la personne qui a un rêve, justement, Solange en parlait, la personne qui a un rêve, qu'est-ce qu'on peut faire pour être un joueur et l'aider à supporter l'atteinte de ses objectifs et de ce rêve-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on doit augmenter notre capacité de faire ça. Puis on est en train de le faire, on a encore du travail à faire, mais l'évaluation de compétences, plutôt que d'essayer de s'attarder à évaluer les diplômes, on va évaluer les compétences des candidats, puis on va faire des parcours qui permettent d'intégrer, que ce soit le domaine des communications, le domaine de l'éducation, peu importe, mais qu'on puisse intégrer un domaine pour lequel on a une formation initiale ou une passion. Merci beaucoup, mesdames. Je vous remercie infiniment. Ça a vraiment été une discussion très riche. Il y a beaucoup de choses que vous avez partagées. Et donc, j'ai aussi eu la note que vous avez gentiment accepté de répondre à quelques questions dans les sessions. Alors, j'invite tout le monde à rejoindre nos trois invités dans la session pour continuer cette discussion. Si vous voulez interagir avec elles et puis répondre à les questions, protégez-vous surtout. Et puis, c'est sûr que je vous vois bientôt. Merci beaucoup, Rose Cathy. Oui.